Bonjour à tous, merci de nous choisir chez vous pour ce nouveau numéro de l'émission Le Monde en 7. Vous êtes sur New World Info. Nos invités sont déjà en place avec eux. Nous allons parler du Burkina Faso et de la situation actuelle dans ce pays. Nous allons également parler du Mali. Militaires ivoiriens détenus, la délégation de la CEDEAO à Bamako a-t-elle obtenu les résultats? Et puis on termine par le Togo, octobre, mois du consommé local. Alors ces invités sont là. D'abord Spiro Maroulé, il est juriste de formation, président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie. Nous avons également Madame Dado Nora Noviekou, coordinatrice nationale de WANEP Togo, et le journaliste Ibrahima Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Nous allons les saluer. Spiro Maoulé, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Michel. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Merci. Madame, bonjour, vous allez bien? Ibrahim, on se retrouve. Oui. Tout va bien? Ça va. Bonjour. Alors, le calme est revenu samedi, ce jour, donc, dans les rues de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, au lendemain d'un coup d'État. Le deuxième en 8 mois qui a débouché sur un changement d'homme fort à la tête de ce pays miné par les violences djihadistes. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même arrivé au pouvoir en janvier par un putsch, a été démis de ses fonctions par des militaires et remplacé à la tête de la junte par Ibrahim Traoré, un jeune capitaine de 34 ans. Alors, les motivations de ce coup d'État, si on peut le dire de plus, Spiro Maoulé. Bon, disons d'abord que ce serait opportun de condamner ce coup d'État-là. Opportun de condamner parce que finalement, on a l'impression que malheureusement, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec la tête, qu'on soit obligé, parce qu'on a des armes, de renverser tout et de prendre. Quelle que soit la légitimité de l'action, ça pose un problème parce qu'il faut que les pays africains arrivent à se discipliner et à savoir qu'en principe, la cession au pouvoir suprême en tant que président doit être forcément le fruit d'une élection. Ça doit être une adhésion populaire réelle, pas des élections qui soient justes, transparentes et crédibles. S'il faut que chaque fois qu'un militaire a envie d'exprimer sa façon de voir les choses, qu'il faut qu'il utilise les armes pour renverser le pouvoir constitutionnellement installé, je pense que ce ne serait pas une bonne chose pour nous. Donc, quel que soit le motif, il faut qu'on arrive à utiliser la force du dialogue pour que les choses rentrent correctement dans l'ordre. Maintenant, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour saluer ou pour reprouver ce coup de force-là. Mais je comprends qu'il faut faire des analyses approfondies. Oui, à mon sens, il y a deux possibilités. La première, c'est juste un recadrage. Parce que n'oubliez pas que le capitaine a été installé par celui qu'il est en train de démettre maintenant. Donc en réalité, et puis ils n'ont pas changé l'intitulé de leur groupe. Voilà. C'est donc le même mouvement et donc c'est juste qu'on a changé celui qui est à la tête. Donc ça peut être interprété de deux façons. Ou bien on a envie de changer de cap. Et c'est ce qu'on semble lire avec le dernier voyage de Damiba, qui a rencontré le Malien et qui a commencé par dire qu'il faut peut-être... il a même rencontré Lavrov, je crois, aux États-Unis. Donc ça montre qu'il a peut-être des penchants soviétiques qu'il faut en même temps arrêter. Et donc dans ce cas-là, on comprendrait que le jeune capitaine est... de l'autre côté. Est pro-français. Ouais. Ou alors, deuxième possibilité, c'est que Damiba, qui ne donne pas de vrais résultats, parce qu'il avait promis que les choses allaient changer très rapidement, mais les résultats, on ne les a pas vraiment. Sur le plan sécuritaire. On ne les a pas vraiment. Peut-être que là aussi, les jeunes ont compris qu'avec les décès qui continuent par arriver, il faut prendre les choses autrement. Et donc les jeunes ont décidé de le faire partir pour aller un peu plus musclé. Et ça peut être alors un rapprochement vers la Russie, on ne sait pas encore. Donc disons que c'est un peu trop tôt pour faire des analyses très très scientifiques, mais pour le moment on peut surfer sur ces deux phases-là en attendant. Alors Madame, vos analyses sur la situation nous intéressent aussi. Alors, merci beaucoup.
Je dirais de mon côté que la situation d'hier, voilà, au Burkina, n'est que la résultante du coup d'État du 24 janvier. Et c'est tout simplement dire qu'un coup d'État n'aurait jamais en fait en soi le problème. Parce que la preuve, après 9 mois, Damiba n'a pas su honorer son engagement. Pas parce qu'il ne pouvait pas, mais est-ce qu'à lui seul, il avait le moyen de pouvoir régler ou régulariser la situation. Parce que nous parlons des groupes quand même extrémistes qui essaient de prendre le territoire en otage, qui avancent, qui font beaucoup de décès, d'être déplacés. Et donc c'est une situation assez complexe. Et ce n'est pas par coup de force en fait. Il faut analyser, il faut réfléchir, il faut définir des bonnes stratégies. Et donc pour cela, un coup d'État ne serait pas, à mon avis, la solution. Alors, le présent coup d'État me semble un peu déplacé. Je ne sais pas la pertinence parce que c'est un peu ce qu'on a reproché à Damiba. S'ils avaient la solution, pourquoi ils ne conseillent pas celui qui est là pour mieux faire? Parce que quand on fait un coup d'État, qu'est-ce qui se passe? On dissout la Constitution, on suspend la Constitution, on dissout l'Assemblée nationale, tout le pays est à zéro. Voilà. Et donc on reprend encore. On est en situation compliquée là. Donc pour ma part, ce coup d'État n'était pas, à mon avis, utile. Maintenant, oui, c'est juste que 24 heures, on ne sait pas vraiment les vraies motivations. Donc d'ici les quelques jours qui viendront, c'est sûr qu'on va comprendre de quoi s'agit-il réellement. Est-ce le capitaine vraiment qui est le lead ou il y a des gens dans l'ombre? Voilà une question qu'on peut aussi se poser. Alors Ibrahim, votre analyse de la situation et surtout qui est Ibrahim Traoré, ce jeune capitaine qui n'a que... Il est Ibrahim aussi. Il est Ibrahim aussi, ce jeune capitaine qui n'a que 34 ans. Non, mais la situation qui prévoit actuellement au Burkina Faso doit préoccuper tout le monde, puisque vous savez que depuis le coup d'État intervenu en janvier dernier, l'on se demandait est-ce que le Burkina allait retrouver une certaine stabilité, parce qu'un militaire qui renverse un président constitutionnellement élu, ou bien un président qui est venu par les urnes, et ça supposait qu'il y aurait encore une situation non constitutionnelle qui doit prévaloir dans ce pays. Et voilà que, en l'espace de quelques mois, il y a encore un coup d'État. Ça voudrait dire que le pays n'a pas encore, il ne va pas retrouver jusqu'à un futur, disons, lointain, sa stabilité comme on l'aurait voulu pour le Burkina Faso. Mais si vous nous posez la question de savoir... qu'est-ce qui a pu motiver ce coup d'État? Je pense que Spero a essayé de dire certaines choses à propos de cela. Il a essayé d'envaser certaines raisons. Et d'abord, on a parlé de l'aspect sécuritaire, puisque quand Damiba est venu, il a dit qu'avec Roch Christian Kaboré, ce n'était pas ça. La sécurité n'était pas, disons, la chose que Roch Christian Kaboré a pu instaurer dans le pays. Donc il y a l'insécurité, l'avancée des djihadistes et tout ça là. Donc ça a mené l'armée à prendre son destin et à pouvoir organiser la riposte contre le djihadisme. Mais le constat aujourd'hui, c'est que les attaques continuent et tout récemment même, il y a de cela une semaine, l'armée a subi un grand revers. Et donc, on parle de 11 oui, 11 militaires. 11 militaires sont décédés. Et vous comprenez que ça ne peut pas être une source de fierté pour les militaires. Donc ils doivent, à leur niveau, peut-être procéder à une riposte vigoureuse. Et entre-temps aussi, il y avait des voix qui se levaient au sein de l'armée et qui disaient que l'organisation de la riposte n'est pas aussi efficace, parce que les soldats voudraient aussi une meilleure couverture aérienne pour pouvoir avancer sur le terrain. Et quand on parle d'une meilleure couverture aérienne, si on doit se référer un peu à ce qui se passe au niveau du Mali, et on comprend qu'il y a eu des aéronefs russes qui sont venus en appui à l'armée malienne. Donc peut-être qu'au niveau des soldats burkinabé, on aurait aussi voulu qu'il y ait cet apport en logistique assez conséquent de la part de la Russie pour les amener aussi à avoir des solutions. Oui, c'est ce que nous sommes en train de lire en filigrane.
leur mouvement traduit un peu, en tout cas cette volonté d'aller vers la Russie qui apporte des solutions aussi efficaces et pragmatiques. Lorsque vous êtes avec la Russie, vous avez tout de suite le matériel qu'il faut, vous avez l'appui logistique qu'il faut, vous avez l'appui en renseignement, puisque quand on parle de la lutte anti-djihadiste, sur le terrain, c'est le renseignement. Quand vous n'avez pas des informations fiables, il va de soi que vous n'arrivez pas à contrecarrer les avancées ou bien les incursions de l'ennemi. Donc il faut avoir des renseignements, de vrais renseignements, et pour pouvoir évoluer sur le terrain. Donc on peut supputer que ces soldats-là qui ont pris le pouvoir hier voudraient procéder à un rééquilibrage, et cela ne peut qu'être peut-être non, bon, pas salutaire. Cela ne peut qu'être peut-être des clins d'œil à la Russie. Peut-être que Ibrahima Traoré, le jeune capitaine, va avoir une préférence pour la Russie. On ne le sait pas, mais peut-être dans les jours à venir, ces pas et gestes nous amèneront à avoir une lisibilité sur ses prétentions et la façon dont il veut conduire le Burkina Faso. Alors, ces militaires évoquent la dégradation continue de la situation sécuritaire dans ce pays. Spero Maoulé, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Alors, Ibrahim Traoré, il n'a que 34 ans. Est-ce que vous le voyez devant ou bien il y a des mains cachées derrière? Bon, de toutes les façons, aujourd'hui, je pense que un militaire ne peut oser se lever seul et puis faire des choses. Il faut forcément qu'il ait un soutien, il faut forcément qu'il ait des appuis, ne serait-ce que sa base. Sa base peut être un appui sérieux, mais j'ai l'impression quand même que, à mon sens, la possibilité qui est plus en vue, c'est de dire qu'en réalité, il veut se tourner vers la Russie. Parce que vous voyez, le Burkina partage suffisamment de frontières avec le Mali. Et quand on chasse les djihadistes du Mali, ils n'ont pour solution que de venir au Burkina, enfin une partie. Et donc, ça va être toujours un poids pour le Burkina. Or, s'il se trouve que le Burkina n'a pas la possibilité de collaborer avec le Mali pour régler cette zone-là au moins, avant de penser aux autres zones, je pense que c'est tout à fait normal que ça n'avance pas et qu'on ne continue pas à déplorer suffisamment de morts. Et à un moment donné, Damiba a tenu ce discours-là, qu'il veut peut-être voir dans quelle mesure il va peut-être, sans laisser la France, lui il a précisé, sans laisser la France, dans quelle mesure il va pouvoir chercher d'autres relations bilatérales pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et donc, ce langage-là, c'est tout comme quand Kaboré, quand il a commencé par mettre un autre plan sécuritaire, ça a précédé son départ. Et si aussi, quand Damiba a commencé par faire les bonnes phrases peut-être, c'est ça qui a entraîné qu'il parte. Donc je me dis que c'est peut-être quelqu'un aussi qui a été plongé dans la lourdeur de la politique réelle. Quand vous êtes loin, vous avez l'impression, vous dites plein de choses, mais quand vous êtes sur le terrain, à la commande du pays, vous n'avez pas cette liberté d'action-là. Et c'est peut-être là qu'il faut distinguer un peu entre la réalité et les séances politiques que les gens utilisent à tout bout de champ. Et donc, j'ai l'impression qu'à 34 ans, on a plus de fougue, on a plus d'entrain, et il peut, si vraiment il a une bonne logique et de bons conseils, il peut faire reculer le djihadisme, et ça va permettre. N'oubliez pas qu'il était à la tête du groupe qui luttait de front directement contre leur groupe Cobra. Voilà. Oui. Donc, c'est eux qui essuyaient les plus gros décès maintenant. Et donc, je crois qu'avec ça, s'il arrive à trouver les bons partenariats, si la France se décide à être un bon partenaire, entre guillemets, parce que n'oubliez pas qu'au Burkina, on a déploré pendant longtemps ce partenariat qui ne produisait rien. Donc, si la France devient un bon partenaire, en fournissant véritablement une aide au Burkina pour que la lutte puisse marcher, je ne vois pas pourquoi Ibrahima Traoré va refuser de collaborer. Donc aujourd'hui, en principe, ça doit être quelqu'un qui doit être dans la posture d'attendre tout ce qui peut être utile pour que le Burkina puisse sortir de la crise sécuritaire. Damiba s'est trop penché sur l'aspect réconciliation, en voulant que Kampaoré revienne coûte que coûte, en voulant que les dignitaires qui sont en Côte d'Ivoire puissent revenir. Et il n'a pas vu suffisamment l'aspect sécuritaire, même si de temps en temps il faisait
des visites sur le front pour montrer qu'il est en soutien avec ses gardes qui sont sur le terrain. Alors, madame, il est question également du respect du calendrier. Ils ont promis de tourner la page de la transition en juillet 2024. Est-ce que cela sera respecté par Ibrahim Traoré et ses hommes? Bon, c'est une grande question. Il y aura un autre calendrier. Alors déjà, ce qu'on sait, c'est que la CEDEAO déjà a martelé le fait qu'il faille respecter ce calendrier de juillet 2024. A priori, c'est possible de pouvoir le respecter. Maintenant, on verra la réalité et les commentaires que feront ou bien que fera le nouveau lead de la situation. Sinon, je me dis, juillet 2024, c'est quand même 2 ans, quoi. Donc, c'est possible de pouvoir le respecter si on a cette volonté-là de pouvoir quand même faire évoluer le pays, parce qu'on ne va pas maintenir le pays non plus dans une situation de blocage comme actuellement là. Non, il va falloir quand même arriver à organiser, à rentrer dans l'ordre constitutionnel normal. Et puis, oui, organiser les élections, tout le reste. Maintenant, c'est clair aussi que la question sécuritaire, il va falloir la traiter vraiment de fond. Aujourd'hui, c'est des milliers de déplacés, c'est des millions comment dire, non, plutôt des millions de déplacés oui. Et de milliers de décès, des écoles qui sont fermées, des zones qui n'ont pas accès à la nourriture. Et c'est ça même la dernière fois avec les 50 civils qui ont été tués. Mais en fait, vous voyez un peu je dirais, l'animosité qui est derrière cette histoire-là des groupes extrémistes. C'est-à-dire, il va falloir régler pour une fois de bon cette situation. Et donc, c'est clair que ça va prendre de l'énergie, ça va prendre du temps, mais il ne faut pas qu'ils oublient que c'est pour ça qu'ils sont venus, en fait. C'était leur motif. Et donc, que ce soit Damiba ou Ibrahim, c'est le même langage, en fait, c'est le même objectif. Donc, a priori, juillet 2024, c'est possible de respecter. Maintenant, la réalité est aussi autre chose. Donc, pour l'instant, on ne maîtrise pas. Comme je le dis, je dirais qu'on ne fait pas un coup d'État sous coup de tête. Et donc, c'est sûr que c'est bien organisé. Quand je vois comment déjà en 24 heures, les artères sont bloquées, la télévision nationale a été interrompue, c'est-à-dire c'est bien organisé. Ça veut dire qu'il y a toute une équipe derrière. Et donc, j'imagine qu'ils ont leur plan. Et forcément, d'ici peu, on aura de nouvelles informations. Ça, c'est clair. Pour l'instant, on n'a pas réellement... vraiment, on n'a que des bribes. Oui. Voilà. Moi, je reviens toujours. Est-ce que Ibrahim est vraiment le lead? Bon, c'est vrai, c'est lui qu'on a vu. Oui. Mais est-ce que c'est lui vraiment? Voilà. Maintenant, tu posais la question aussi de savoir est-ce qu'à 34 ans, en fait, c'est pas tant l'âge qui est le problème, puisque Sankara avait pratiquement... l'âge. Voilà, donc l'âge n'est pas tant le problème, mais c'est, je dirais, le charisme de la personne. Tout à fait. Bon, je ne suis pas encore, je ne le connais pas, j'ai vu, il a parlé, mais je ne vois pas encore ce charisme-là se dégager de la personne, mais on verra bien d'ici là. Mais ce qui est sûr, c'est toute une équipe qui est derrière, et donc je crois qu'ils ont à gagner, à respecter ce délai de juillet 2024, parce que ça n'arrangerait pas le pays de rallonger encore, sinon on risque d'avoir encore un troisième coup d'État. Mais vous voulez ajouter quelque chose? Oui, quand Dora dit qu'elle ne le connaît pas, j'ai quand même lu qu'au niveau du Mali, il était dans le contingent de la MINUSMA à un moment donné et qu'il a fait acte de bravoure pour sortir d'une attaque. Bon, peut-être qu'en tant que militaire, officier formé, qu'il a de la compétence. De toutes les façons, si ses camarades ont préféré un capitaine, même si c'est lui qui est le commandant de la force, si on a préféré un capitaine à d'autres colonels, lieutenants, colonels qui sont là, alors que c'est le même groupe, c'est que probablement, il incarne quand même une certaine adhésion des jeunes officiers, et je pense qu'il peut s'appuyer sur ça pour pouvoir avancer. Mais tout dépendra de ses rapports avec l'extérieur. Ça, c'est très important. C'est ça. Qui choisit-il? Est-ce qu'il choisit un rapport privilégié avec la Russie ou un rapport privilégié avec la France? Tout cela va entraîner les résultats qu'il aura sur le terrain. Mais il est aussi bien de dire que c'est clair que les officiers et les généraux qui sont derrière ont aussi leur mot à dire. Et pour moi, je me dis, c'est sûr qu'ils soutiennent, mais ils ne veulent pas se faire voir.
Vous voyez des gens derrière, on en discutait un peu en off, Ibrahim Macha. Oui, non, ça ne peut exclure. Ouais. Et je pense que Mme Noura a planté le décor parce qu'un coup qui est bien réussi et la façon dont ils se sont organisés, les artères qui ont été bloquées, la télévision et tout ça, là, on sent quand même qu'il y a une organisation en amont. Et les jeunes, moi je me dis que surtout avec la nouvelle tendance, lorsqu'il y a la transition, on demande à ce que tous ceux qui ont fait partie de la transition ne puissent pas se présenter. Et donc on peut comprendre qu'il y a des gens qui nourrissent des ambitions, il y a des gens qui caressent des rêves, mais bon, pour le moment, ils vont rester peut-être dans l'antichambre et téléguider les choses jusqu'à ce qu'au moment opportun, lorsqu'on convoquera le corps électoral, bon, les gens n'hésiteront pas à faire valoir leurs prétentions, leurs intentions de briguer la magistrature suprême. Et c'est à ce niveau que des têtes vont sortir. Et pour l'instant, il y a certains officiers haut gradés qui ont affiché clairement leur ambition de pouvoir diriger. Il y a Zungrana, il y a Djibril Bassolé, et qu'on a vu tout récemment au Tchad, dans le dossier tchadien. Donc c'est un monsieur qui peut rebondir à tout moment. Et comment rebondir, vous savez, bon, en tout cas, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc Ibrahim Traoré, le jeune officier aujourd'hui, oui, il est là. Il peut peut-être... on peut lui faire aussi jouer le rôle qu'on aurait voulu jouer. Et surtout que les gens voudraient aussi diriger le Burkina Faso. Très tôt, ils ne vont pas afficher certains, disons, considérations au point de vue géopolitique. Ouais. Donc, ils vont vouloir lui faire jouer ce jeu. Parce qu'on dira que c'est un jeune fougueux, c'est un jeune comme Thomas Sankara qui va venir et mettre les pieds dans les plats. Et nous ne serons pas surpris. J'ai la ferme conviction que dans les jours à venir, le jeune Ibrahim Traoré n'hésitera pas à agir comme Assimi Goïta. Il va afficher clairement ses choix au point de vue partenariat. Et aussi par rapport à l'insécurité dans le pays, il n'hésitera pas à faire appel peut-être aux Russes. Et ça, en tout cas, on verra, oui, on verra. Et tout de suite, moi je le vois quand même sur cette lancée. Il va vouloir faire comme Assimi Goïta. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il y a un vent de panafricanisme qui souffle sur le Burkina Faso. Aujourd'hui, vous allez voir tous les jeunes, même ceux qui sont sortis pour acclamer ce putsch, se réclament de ce panafricanisme. Et quand vous voyez tous ces activistes qui agissent sur le continent, ils ont quand même une préférence pour Kremlin. Donc c'est peut-être sur cette lancée que le jeune Traoré est. Et j'ose croire que s'il arrive à avoir ce soutien dont il a besoin pour pouvoir lutter contre les terroristes, si il arrive à établir le partenariat avec Moscou ou bien avec Poutine, vous verrez que dans les jours à venir, il y aura quand même changement au point de vue tactique sur le terrain dans la lutte anti-terroriste. Et là, le côté politique aussi, peut-être qu'ils essaieront de faire certaines choses sans toutefois froisser les acteurs politiques qui sont actuellement là. Et ils sont là en train de les regarder. Ils vont voir là où ils vont mener la barque. Et si éventuellement il allait aussi sur le terrain de la réconciliation, eux aussi ils auront leur mot à dire. Mais tout compte fait, pour l'instant, l'enjeu c'est l'enjeu sécuritaire et le jeune capitaine va tout de suite, à mon avis, se tourner vers la Russie. Oui, Spero, avant ma question, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je ne voudrais pas trop m'avancer non plus sur le champ Russie. Pas prendre le risque. C'est ça. Parce que vous voyez, normalement, ça peut être aussi un plan B de la France. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que la France est en train de perdre du terrain sur ses colonies africaines. Et donc, ça peut, je ne dis pas que c'est ça, ça peut être aussi une façon pour la France de redorer son blason. Puisque vous l'avez dit avant, Damiba n'était pas aussi fixe. Voilà. Et il après, pas clair dans ce choix. Damiba, on avait tous compris que Damiba avait un penchant sur Diendéré. Diendéré, c'est carrément la France. Et donc, on se disait que franchement, c'est la France qui revenait. Et puis après, on a vu Damiba commencer par dire qu'on n'a pas vraiment pris en compte tout ce qui devrait être pris en compte. Et donc, il faut maintenant des rapports avec d'autres acteurs. Et puis, on enlève Damiba. Alors,
je me dis, est-ce que Alors ce que n'est c'était pas... le même discours avec C'était ça, Christian absolument. Kabore. Donc je me dis, est-ce que ce n'est pas la France qui revient sous un... Ça peut être... Enfin, il y a toujours ce symbolisme de capitaine fougueux, c'est vrai, qu'on peut faire porter à ce jeune-là pour traduire. Donc, il faut peut-être attendre, comme le dirait tout à l'heure Nora, il faut peut-être attendre d'ici la fin de la semaine prochaine pour être vraiment sûr de l'objectif, de qui téléguide, de tout cela et de ce qu'on veut faire pour... Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut régler le problème sécuritaire. Alors, j'allais vous poser une question. On parlait du respect du calendrier. Cela nous amène à parler également de la CEDEAO qui a jugé inopportun ce coup d'État compte tenu des avancées. On a vu l'ancien président du Niger qui dialoguait entre la CEDEAO, qui était au milieu entre la CEDEAO et puis le Burkina Faso. Finalement, la CEDEAO, elle a encore plus de difficultés. Comment elle va arriver à résoudre ce problème? De toutes les façons, moi je l'ai dit depuis, c'est pas à la CEDEAO de chercher à régler ce problème-là. La CEDEAO doit pouvoir plutôt chercher comment suivre le mouvement. C'est vrai qu'il y a cette inquiétude-là, je la partage, qu'il ne faut pas que les hommes en armes deviennent les faiseurs de rois. Tout à fait. Cette époque-là doit être dépassée. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec la réaction de la CEDEAO. Mais au-delà de cette réaction-là, il faut penser autrement les choses. Moi, je ne serais pas surpris qu'on puisse reporter le délai là, du 20. Parce que déjà 9 mois sont passés, mais rien de concret ne semble avoir été fait. Dans son discours en début septembre, pour faire le bilan, on n'a rien senti. Damiba a juste fait des choses approximatives, et donc ça n'augure rien de bon. Donc je suppose qu'avec ce jeune-là, il faut, en mettant le point sur l'aspect sécurité, parce qu'il faut assurer la sécurité avant d'aller aux élections. Tout à fait. Et donc ce n'est pas un problème qui va être réglé en 2 mois, en 3 mois. Donc j'imagine qu'il va vouloir peut-être rallonger encore un peu la période de la transition sur 36 mois par exemple, et en se disant qu'avec 1 an, on va régler le problème sécuritaire en grande partie, et sur les 2 ans qui vont suivre, on va essayer d'asseoir les bases démocratiques pour que les choses soient un peu plus stables. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair. Ou alors, ce qu'il peut faire, c'est d'avoir un Premier ministre de la société civile, oui, qui s'occupe de l'aspect amélioration, redynamisation ou refondation de la démocratie au Burkina, qui ne souffrait pas trop, oui, c'est clair. Mais maintenant, il faut qu'on puisse trouver un cadre de partenariat réel pour que le problème sécuritaire soit réglé. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que des côtés de chaque frontière, il y a des dissidents qui sont également d'autres problèmes que personne ne veut voir. Au Burkina, il y a des hommes à Diendéré, il y a des hommes à Blaise Compaoré, des hommes armés qui sont dehors, qui peuvent agir à tout moment. Et de la même façon, il y en a du Mali qui sont au Burkina, et il y a des Maliens qui sont au Burkina, il y a des Burkinabés qui sont au Mali. Et tout ça là, c'est un mélange assez compliqué qui appelle plutôt maintenant la CEDEAO. C'est là où la CEDEAO doit intervenir pour pouvoir trouver faire s'il le faut des états généraux où tout le monde va pouvoir s'asseoir et on va réfléchir de façon collégiale, de façon communautaire pour que le problème soit réglé. Parce que c'est plus un problème politique avant d'être un problème sécuritaire. Si on règle ce problème-là et que tout le monde se met dans la main pour lutter contre le djihadisme, je pense que ça peut être réglé. Moi, je l'ai déjà dit une fois avec vous ici, que si on veut donner une réponse de la CEDEAO au djihadisme, je crois que le problème va être réglé. Mais si ça doit être par pays qu'on veut régler le problème, ça va être très long, ça va être très compliqué, on risque d'avoir beaucoup de morts. Alors, madame, on a entendu Spiro dire tout à l'heure, il a proposé, ou bien il parlait de 36 mois en tout cas. S'il propose là, Ibrahim Traoré aura face à lui la CEDEAO sans doute. Bon, déjà, la CEDEAO réagit en 24 heures. Donc, si pas le 36 mois, c'est clair qu'elle va encore réagir. Mais la vraie question, c'est est-ce que la réaction de la CEDEAO est prise en compte? Parce que j'ai lu le contenu, c'est bien, mais est-ce qu'ils vont le respecter? Parce que des mots sont employés, voilà. C'est-à-dire, disons simplement, est-ce que la CEDEAO fait peur? Tout simplement. Est-ce que ça fait peur? Non, malheureusement. Sinon, la CEDEAO est dans son rôle.
elle a réagi comme cela se fallait au regard des principes internes. Et c'est clair qu'elle ne pouvait pas applaudir ce coup d'État, même si on peut le comprendre, mais elle n'a fait que ce qu'elle fallait faire, ce qu'elle devait faire. Maintenant, je crois qu'il y a à dialoguer avec cette équipe-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si on change de lead, est-ce que, moi je suis aussi dans les hypothèses, hein, est-ce qu'entre-temps, c'est plutôt Damiba qui a voulu en fait un positionnement et un retrait? Parce que tout est possible. Tout est possible, oui, tout est possible. On est en politique. Voilà, on est en tout politique. est possible. Ils peuvent jouer tout ça là et puis bon, en fait le gars est derrière mais il dit bon, avancez un peu, bon, voilà. Donc il faut aller comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais pour ça, il ne faut pas rester à la commission et gérer, mais il faut aller vers ces personnes-là, ces groupes de personnes, pour les écouter. Et de là, oui, la question de 36 mois ou de 24 juillet, ou de juillet 2024, c'est à discuter en tout cas. C'est clair que ça serait le premier point de discussion. Mais en réalité, le problème de fond, c'est la question sécuritaire. Quand vous avez des communautés qui ne peuvent pas avoir de quoi manger, quand vous avez des communautés qui sont affamées par des groupes extrémistes, quand vous avez des personnes qui décèdent, qui perdent la vie, juste parce que des groupes extrémistes l'ont décidé ainsi, en fait, on rentre dans une situation d'état de non-droit où il n'y a pas de lead, où chacun fait ce qui le plaît. Mais si on continue comme ça, c'est la totalité du Burkina qui sera prise en otage. Déjà, 40% du territoire est pris en otage. Là, si on ne sait pas faire, c'est tout le territoire qui sera pris en otage. Et donc, forcément, la question sécuritaire, en fait, s'affusque quand on voit la réalité. Les groupes extrémistes avancent. Ils démontent les ponts. En tout cas, ils font des dégâts. Disons-le comme ça. Que ce soit au Mali ou au Niger, ils font des dégâts, mais plus encore au Burkina actuellement. Et donc, cette situation doit préoccuper. Et c'est là que je rejoins Spero en disant que oui, forcément, il faut une action conjointe. Est-ce que l'accord l'initiative d'Accra, est-ce que ça fonctionne? C'est vrai que c'est une initiative qui n'est pas publique. On ne sait pas, nous les civils, quel est le contenu mais est-ce que ça fonctionne? Donc, ceux qui sont proches de cette initiative-là, peut-être de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que la coopération sous-régionale, la coopération sud-sud, ça marche? Sinon, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'on n'est pas trop dérangé par le nombre de décès, par le nombre de déplacés. Et ça, c'est triste de le constater parce que quand même, depuis un moment, cette histoire est là, avec des déplacés, des morts et tout. Mais on a l'impression que, bon, en fait, ça ne fait pas trop mal. Mais c'est quand même grave, en fait. La dernière fois, avec l'attaque du convoi qui devait aller donner des vivres, et puis l'attaque aussi d'un bus là où des enfants sont décédés, des personnes décédées et même des personnes disparues. Ça pose un problème. Et donc, est-ce qu'on est assez dérangé par cette situation sécuritaire qui ne va pas? Est-ce que les chefs d'État, si je dois le dire en français plus facile, est-ce que les chefs d'État sont dérangés? S'ils sont dérangés, je crois qu'ils vont trouver la solution. Mais là, j'ai l'impression qu'on se dit que non, c'est compliqué. Mais en fait, non, si on a la volonté, on peut y arriver. Et donc, oui, on peut stopper cette histoire-là des groupes extrémistes, même si on sait que c'est toute une machine, qu'on parle d'Akmin, de Boko Haram, de groupes, comment ils appellent l'autre groupe là? État islamique, JSM. Voilà, tout ça là, c'est toute une équipe qui est bien assise, mais si on a la volonté, on peut les démonter. Donc, c'est vraiment ça le problème. Donc, la CEDEAO, oui, a réagi, mais je crois qu'il faut aller au-delà et voir le vrai problème. Alors, Ibrahim Matia, tout dépendra aussi des relations que Ibrahim Traoré entretient avec les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, certains en tout cas, le président Ouattara, le président Bazoum, le président togolais Faure Gnassingbé et autres. Parce qu'on a vu Damiba qui a fait tous ses déplacements, il était à Lomé, à Bamako, à Niamey, à Abidjan et autres. Donc quand vous lisez un peu la déclaration, ou bien quand vous suivez un peu ce que Ibrahim Traoré et ses éléments ont décliné comme, en tout cas, leur objectif. Et vous verrez qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas rompre les relations avec les institutions internationales, notamment la CEDEAO. Donc ça voudrait dire qu'ils vont maintenir des relations avec la CEDEAO. Et
c'est sûr que tout ce que la CEDEAO aura à faire comme proposition, ils vont l'analyser. Comme Damiba l'a fait. Comme Damiba l'a fait, ils vont l'analyser et voir s'il y a lieu quand même de suivre les directives de la CEDEAO. Mais ce qu'il faut préciser, je pense que c'est important de le souligner, aussitôt après le coup d'État, ils ont dit qu'ils vont procéder à l'écriture d'une nouvelle charte. Quand on dit qu'on va écrire une nouvelle charte de la transition, bien évidemment, une nouvelle charte de la transition, oui, et la précision voilà la peine, pas la charte de la CEDEAO, bien évidemment. Et une nouvelle charte de la transition, ça voudrait dire qu'il y aura un rééquilibrage peut-être qui va se dessiner. Et là, par rapport au délai de juillet 2024, je suis un peu sceptique. Je me dis qu'ils vont vouloir peut-être prolonger cela par rapport à certains enjeux. Et non seulement ça aussi, je ne sais pas si le nouveau capitaine va suivre les directives de la CEDEAO. Parce que là, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que jusque-là, sur le plan sécuritaire, la CEDEAO n'a pas apporté grand-chose au Burkina. Celui qui est derrière lui. Ah oui, voilà, bon, il y a ça aussi, occidental qui est derrière lui. Oui, mais moi, je le vois plutôt... parce que ce qui a été décliné, ce qu'ils ont dit par rapport à l'aspect sécuritaire, ça voudrait dire qu'il y a une préoccupation sur le terrain. Il y a cette volonté de régler la question sécuritaire, de régler le problème des attaques. Est-ce que c'est l'occasion aussi pour ces pays occidentaux de se positionner dans Non, moi je ne vois pas les Occidentaux se positionner. Je vois plutôt le jeune capitaine se positionner par rapport à ces puissances occidentales. Et très tôt, quand vous lisez, vous essayez de décrypter un peu ce qui a été dit, on est tenté de les voir aller vers la Russie. Oui, mais on est tenté. Oui, mais c'est l'occasion pour les Européens de se repositionner. Pourquoi je dis ça? Pourquoi ma question. Vous prenez par exemple l'axe Lomé-Ouagadougou. Il y a beaucoup de dangers là-bas. Maintenant, si par exemple ceux-ci font alliance avec la Russie, ça veut dire que le nord du Burkina et le sud du Mali est réglé. Oui. Maintenant, il reste le nord du Togo et le sud du Burkina. Alors, si les chasses, ils vont venir où? En principe, vers le Togo, vers le Bénin. Maintenant, un pays européen qui veut garantir, et là, peut-être qu'il faut faire allusion à l'Allemagne pour le Togo, qui a une histoire avec le Togo, peut chercher à sécuriser avec le Togo. En tout cas, le Togo doit chercher comme ça, à sécuriser sa frontière pour que quand les gens là vont commencer par fuir, ils n'arrivent pas plutôt au Togo. C'est pour ça que moi, je continue toujours par envisager un règlement de ce problème-là de façon globale avec toute la CEDEAO. Parce que tant qu'on les chasse, il faut qu'ils trouvent un endroit pour se recouper. Voilà. Et ça crée d'autres problèmes. Tu m'excuses d'avoir pris la parole. Non. Ce sont des explications que vous avez données. Mais ce que pour la CEDEAO, est-ce que la CEDEAO a les moyens de régler les questions sécuritaires? Au-delà... Est-ce qu'ils ont la volonté? Non, c'est pas la volonté. Non, ils ont la volonté, mais la volonté, moi, je ne vois pas tout de suite... je ne vois pas tout de suite cet aspect. Je vois plutôt l'aspect pragmatique de la chose. Est-ce qu'ils ont les moyens, les ressources financières pour pouvoir faire face sérieusement face à l'insécurité? Les ressources financières, parce que jusque-là, non, moi je dis plutôt non. On peut toujours se targuer d'avoir les plus grandes ressources minières. Non. Maintenant, il faut pouvoir... C'est toute une histoire. Ça, c'est toute une histoire. Ça, c'est une histoire. Parce que quand vous voyez un peu le fonctionnement de ces chefs d'État, de tout ça là, lorsqu'un problème se pose dans la sous-région, on court derrière les institutions financières, on court derrière l'ONU, on court derrière les partenaires, on court derrière la France. On dit non, l'AFD doit venir régler le problème, par exemple, humanitaire. Vous comprenez? Donc ça veut dire que la CEDEAO n'a pas, à proprement parler, les moyens de sa politique. La CEDEAO peut avoir les moyens de sa politique s'il y a la volonté. Mais de quelle volonté parlez-vous, monsieur? Oui, mais il y a la volonté politique de régler ces problèmes-là. Oui, cette volonté politique... Sans volonté. Non. Le problème, c'est quoi? C'est qu'au niveau de la CEDEAO, ce sont les bonnes intentions qu'on ne fait que clamer. À chaque fois qu'il y a le sommet des chefs d'État, quand vous arrivez, nous allons lutter contre le terrorisme, nous allons faire tout ceci, nous allons faire ceci. Mais sur le terrain, c'est pas comme ça. Non, c'est justement parce qu'il n'y a pas de moyens. S'ils avaient les moyens financiers plutôt,
ils allaient mutualiser leurs forces et on aurait déjà vu les forces de la CEDEAO avec des aéronefs, avec des choses, comment l'appelle-t-on, la logistique qu'il faut, l'arsenal militaire qu'il faut pour pouvoir aller combattre les terroristes. Mais chaque pays vous dira est dans une situation de protectionnisme et chacun voudrait assurer l'intégrité physique de son territoire. Et c'est ce qui se passe. Ça ne marche pas, bien évidemment. Ça ne marche pas. C'est la force de volonté. Parce que peut-être que nous ne comprenons pas. Moi, je parle plutôt de moyens. Bon, c'est pas un problème de moyens. Regardez, en réalité, vous prenez... Si c'est le problème monétaire, on peut comprendre. Parce que mobiliser suffisamment de francs CFA, ça peut peut-être poser des problèmes, mais on peut utiliser les ressources minières de nos pays pour acheter les armes. Et quand on achète les armes, il faut aller lutter avec un plan cohérent d'ensemble. Et c'est là où ça demande beaucoup de volonté de nos leaders politiques. Et c'est ça que je dis, on n'en a pas. Pour le moment, et je suis peut-être d'accord avec Nora pour dire, parfois on a l'impression que un mort en Afrique, ça ne pose problème à aucun chef d'État. Alors que on tue un Américain, un seul Américain dans un pays. Regardez tout le tollé qui se fait derrière. Mais là, on dit, on a trouvé 150 civils. On écrit peut-être, vous ne voyez même pas les autres chefs d'État faire des condamnations. Non, il n'y a pas. Il n'y a rien. Mais on a vu comment tout le monde était triste quand la reine Elisabeth. Non, mais avec Charlie Hebdo, on a vu comment le chef d'État allait pleurer. C'est une question de volonté. Alors, Madame Dado Nora Noviekou, volonté, moyen, c'est quoi? Non, c'est clair. Hein, moi, je suis sur la logique de le manque de volonté des chefs d'État parce que il y a besoin de faire des actions concertées, des actions en synergie. Un seul pays qui va en guerre contre les groupes extrémistes ne peut jamais réussir et ne pourra même pas réussir parce qu'on parle de tout un système qui a des équipements. Ce n'est pas de la blague en fait. Quand vous allez chercher à comprendre, à miner tout, ce n'est pas de la pagaille. En fait, c'est des gars qui sont là, qui ont pensé leur fonctionnement et qui veulent conquérir des territoires. Ce n'est même pas de la... des questions théoriques, c'est de la pratique, c'est du réel, c'est du concret. Maintenant, est-ce que de l'autre côté, on prend le temps de réfléchir, se dire, ben, en fait, ça, c'est une menace. Quand le Mali a été attaqué, est-ce qu'il y a eu un mouvement d'ensemble? Non, on a laissé. Le Burkina est attaqué. Est-ce qu'il y a eu un mouvement d'ensemble? Non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et le Togo, et le Bénin, et le Ghana, on est en train d'être envahis, en fait. Donc, si on ne réagit pas de façon proactive, de façon préventive et surtout par solidarité, on sera tous engloutis en fait dans ce phénomène-là. Donc, il n'y a même pas besoin de dire on n'a pas les moyens. On doit chercher les moyens. En fait, on a l'obligation de chercher les moyens. Et moi, je fais simple. Prenons la commission de la CEDEAO. Il y a pas mal de staff qui sont là-bas, qui sont payés à des coûts de millions. Ils vont à des rencontres de chefs d'État. On peut, même si on suspend une rencontre de chefs d'État, ok, les billets, les frais de billets, la restauration, l'hôtel, tout ça, soyons pratiques. Disons que peut-être il y a dans 2 mois, rencontre des chefs d'État, on annule pour soutenir une action au Burkina ou au Mali. On a réglé en fait. Donc c'est pas qu'il n'y a pas les moyens, on n'a pas réfléchi à des moyens. Il y a des moyens endogènes. C'est vrai qu'on a le réflexe de toujours porter vers l'extérieur. Mais posons-nous vraiment la question. Est-ce que si on faisait un peu de restrictions sur certains privilèges, on ne pouvait pas trouver de moyens? On peut trouver. Maintenant, on ne dit pas à un seul pays de donner tous les moyens. Chaque pays n'a qu'à apporter sa quote-part. Et c'est réglé. Comment l'Europe fait? Il y a eu 2 guerres mondiales. L'Europe était à terre. 2 guerres mondiales. Les États-Unis, tout était à terre. Mais aujourd'hui, ils ont rebâti. Donc, c'est en fait que c'est une question de volonté. Si on veut, on peut. Donc, si on est toujours dans cette logique de on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, on ne va jamais y arriver. Et comme je le dis, on a l'impression qu'on n'est pas dérangé, que des gens meurent. Je le disais la dernière fois, c'est comme si quand ça ne touche pas nos proches, on n'est pas dérangé. Si ça touchait une seule personne d'un chef d'État, c'est clair qu'on va sortir. Et c'est dommage. Et ça révèle un problème. Est-ce que l'esprit patriotique est là? Est-ce que l'esprit citoyen est là? Parce que si vous avez l'esprit citoyen, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas les moyens. Vous avez la responsabilité de chercher les moyens.
Alors, espérons que vous voulez ajouter quelque chose Oui, avant qu'on ne chute. en Oui. plus, on ne peut Pardon, pas Ibrahim. dire qu'on n'a pas les moyens pour la simple raison que ceux vers qui on va, ceux-là, ils trouvent l'argent où? Chez nous. Vous voyez? C'est un C'est peu pourquoi ils se battent paradoxal. derrière. Oui, c'est pour ça qu'ils veulent rester. Ouais. Ils viennent prendre chez nous et après nous leur demandons de nous donner un peu de ce qu'ils ont pris chez nous. Et je pense que c'est un peu bête. Refusons de leur donner. Prenons d'abord chez nous, réglons le problème sécuritaire et puis de façon dans un partenariat Gagnant, d'égal à égal gagnant. et gagnant, on peut maintenant s'asseoir et faire les choses autrement. Et je pense que quand les gens disent panafricanisme, je pense que c'est moins le panafricanisme qu'un réveil intellectuel qui nous fait comprendre que nous ne faisons pas ce qu'il faut. C'est même pas un problème africain. En tant qu'être humain, je ne peux pas avoir de l'argent chez moi. Je te laisse venir prendre pour venir te commander après ce que tu es venu prendre chez moi. Je pense que c'est un réflexe un peu bête. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont commencé par dire non à ça. Enfin, une dernière chose. Si la CEDEAO n'arrive pas à marcher, c'est surtout parce que la CEDEAO se laisse être un vassal de l'Occident. Et donc, ne se donne pas les moyens de sa politique. Tout à fait. On reçoit d'abord les ordres de l'Europe avant d'agir. Je pense qu'il faut casser ça et aller vers une volonté réelle d'améliorer la situation des Africains. Alors, Je pense que là où il a chuté, je voulais rebondir par rapport à cela, par rapport au positionnement des pays qui composent la CEDEAO, où chacun a ses intérêts. Oui, vous savez que vraiment. c'est des puissances différentes. J'ai posé la question là tout à l'heure. Bien évidemment, c'est des puissances différentes. Donc, même le mécanisme d'Accra dont parlait notre sœur Noura, c'est un mécanisme a priori qui devait fonctionner. Mais avec les considérations de positionnement géostratégique et tout ça là, est-ce que les États arrivent à donner les renseignements qu'il faut pour que le groupe puisse fonctionner? Mais il y a aussi cette histoire de protection du partenaire et tout ça là. Donc ça fait que ça ne marche pas. Donc pour le Burkina, ce que moi je suis en train de voir aujourd'hui, et peut-être que je peux me tromper, mais j'ai la ferme conviction que le jeune capitaine veut prendre son envol et il veut donner les moyens à son pays de pouvoir lutter véritablement contre le terrorisme. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve, chers invités, juste après.